Table ronde, innovation par les femmes et évolution de la santé des femmes. Alors, j'invite les speakers à venir me rejoindre. Aïssata Camara, Manuel Biota, Bertrand Gelas, C'est ça, Gelas. Muriel Parisi et Frédéric Ohaillon, s'il vous plaît. Merci de vous mettre où vous le souhaitez. On va devoir se faire passer le micro, peut-être, voilà, merci des lingettes. Si vous voulez bien, je vais juste introduire un peu cette table ronde parce qu'il y a pas mal de choses à dire et qu'aujourd'hui on est 8 mars. Et s'il y a un jour où je peux ouvrir ma bouche, c'est bien celui-là. Alors je vais y aller franco. Alors avant toute chose, je tiens à remercier l'équipe qui a tout fait aujourd'hui parce que pour dire la vérité, je viens de me faire hospitaliser. Et donc merci à Margot qui a tout piloté. Voilà. Et puis il y a Emmanuel Thierga et Florent Massini. Florent Massini, c'est, vous l'avez compris, mon cousin. Ça a été premier à croire dans la chaîne et dans Femmes de Santé et à donner un petit ticket Love Money. Il est là, il s'est même mis au badge pour nous aider pour pas que ce soit tout la queue, donc merci d'être là. Et Emmanuel Thierga, qui est board member Femmes de Santé et qui nous rejoint. T'es où Emmanuel? Je ne vois pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes la journée internationale des droits des femmes. C'est un chromosome qui fait toute la différence, une différence qui est longtemps ignorée et qui commence seulement à émerger dans la santé. La santé au féminin, elle est sous les projecteurs, vous le savez. Certains estiment que le marché mondial de la Femtech s'élève à 50 milliards de dollars en 2025 et les pouvoirs publics s'emparent du sujet, comme atteste le lancement le 11 janvier 2022 de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Alors, on peut dire franchement, il était temps. L'endométriose, c'est 10% des femmes. Elle générait 21 000 hospitalisations par an en France. 70% des malades ont des douleurs handicapantes qui vont aussi dans le travail. Donc, franchement, on a pris le temps pour reconnaître cette maladie et lutter là-dessus. Et cette reconnaissance bien trop tardive est révélatrice d'un problème sociétal majeur qui est le tabou. Et il est lié à la fois à la pudeur, mais il est aussi lié à la culture. On ne parle pas de la santé intime des femmes, et les femmes n'en parlent pas elles-mêmes, ou plutôt elles n'en parlaient pas, car les langues se délient dans les réseaux sociaux et dans les plateformes dédiées à la santé des femmes, comme My Best Life, qui a reçu le premier prix Innovation en éducation de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains en 2020, et que sa fondatrice, Juliette Moreau, va présenter tout à l'heure en pitch mondial. Ces tabous liés à la pudeur, donc à la culture, sont une chose. La prise en charge biaisée des femmes en est franchement une autre. Les études ont montré que la douleur est même bien prise en compte par les soignants quand il s'agit d'une femme, à cause tout simplement d'un biais de perception de la douleur, comme quoi les femmes se plaindraient plus que les hommes, qui est évidemment faux, hein, il a été montré, ça ce sont des études, hein, dont je vous parle. Et cette prise en charge biaisée, elle est d'autant plus inadmissible qu'elle est évitable avec une simple prise de conscience d'une part, parce qu'évidemment les soignants sont capables d'entendre ce genre de biais, et aussi de l'information. Un exemple sur les capacités de changement quand il y a de l'information. Alors je ne suis pas médecin, donc je vais parler d'une chose en ayant lu un petit pitch de la part de la fondation en question. La dissection spontanée de l'artère coronaire est souvent mal diagnostiquée, car autrefois considérée comme rarissime. En fait, on sait désormais qu'elle concerne 25% des crises cardiaques chez la femme de moins de 50 ans, et que 90% des patients, en fait, sont des patientes. Donc, en fait, une étude a été menée et soutenue par la Fondation Cœur et Recherche, et elle a permis de mieux faire connaître cette pathologie à l'ensemble des cardiologues de l'étude. Et grâce à la diffusion des signes cliniques d'une part, et grâce à la promotion d'une prise en charge plus adaptée, une mortalité nulle dans le registre de l'étude a été enregistrée. Pourquoi ça marche? Des solutions existent donc, encore faut-il reconnaître et connaître les différentes pathologies entre les hommes et les femmes, écouter les femmes et surtout les inciter à s'écouter elles-mêmes, on le sait, et soutenir celles qui se lancent, celles qui font. Elles sont légion dans la santé, et pourtant, quand on les compte, 12% des entreprises sont fondées par des femmes, 9% des start-up, et les investisseurs, il y en a dans cette salle, investissent moins dans les start-up fondées par des femmes. Et ces chiffres ne progressent pas.
L'une des solutions des États généraux de la place de la femme dans le secteur de la santé, je fais un petit coup de pub, hein, voilà, dont les cahiers vous ont été remis à vous, femmes de santé, et sont en ligne pour les diffuser. L'une des solutions, donc, remise à Madame la ministre Elisabeth Moreno, concerne le fait que, eh bien, pour les investissements, et notamment publics, on demande des quotas pour qu'il y ait plus d'investissements en direction des femmes qui montent des sociétés ou qui montent des projets. Quand on lit la façon dont les femmes se présentent dans notre plateforme privée que je vous ai montée et dans le fameux canal Bienvenue se présenter, elles ont toutes eu du courage et de l'évidence, paradoxalement, et c'est vrai quand elles décrivent leur vie et leur vie professionnelle, ce sont toutes des femmes courageuses. Alors oui, il faut du courage pour se lancer lorsqu'on est une femme. Même aujourd'hui, on parle de l'autocensure, elle est réelle et je la déteste. Je la déteste parce qu'elle fait croire que nous, les femmes, sommes responsables de cette situation, alors que c'est évidemment faux. Le poids de 2000 ans d'histoire et les croyances limitantes, subliminales et inconscientes dans lesquelles nous sommes élevés font le gros du travail. Alors oui, il faut du courage pour monter un projet, encore plus dans le secteur professionnel de la santé, qui est l'un des plus difficiles. Et je remercie deux femmes qui ont la lourde tâche de faire leur pitch modèle, Anne-Sophie Tuzinski qui a fondé We Care at Work et Florence Évry qui a fondé Dideros. Merci. Merci aussi à nos pitcheuses qui vont se lancer, c'est pas facile. Et enfin, j'ai un appel à faire avant cette table ronde pour finir. Les rumeurs, ce sont des rumeurs, mais je veux vérifier, disent que les médicaments destinés aux femmes seraient moins bien remboursés que ceux destinés aux hommes, que les autorisations mises sur le marché seraient données exclusivement pour les femmes lors d'études cliniques sur des corps de femmes, mais délivrées pour les hommes et les femmes lors d'études cliniques délivrées majoritairement sur les hommes. Je découvre, j'entends et j'écoute, reste maintenant à vérifier et à trouver les fonds avis aux amateurs pour mener une étude indépendante. Place maintenant à la table ronde, innovation en santé de la femme et femmes dans l'innovation. Aïssata Camarin, vous êtes Associate Director Value Based Healthcare chez Bristol Myers Squibb, dit deux fois. Vous avez à cœur l'égalité des genres, tu as à cœur, et c'est toi, je dois le dire, qui est à l'initiative du 8 mars. Et elle m'a dit, tu ne peux pas rien faire pour le 8 mars, il faut que tu fasses quelque chose pour le 8 mars. Donc c'est grâce à elle que nous sommes toutes là ici. Voilà. J'avoue que tu m'avais posé une colle et je me disais, qu'est-ce qu'on va faire pour le 8 mars? Donc merci. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises un peu ce qu'il en est des femmes qui font, celles que j'appelle des femmes qui font, chez, alors disons maintenant, BMI. Merci Alice, tu me mets un peu à l'aise. Mais parce que effectivement j'ai lancé l'idée de faire quelque chose le 8 mars parce que je pensais qu'on ne pouvait pas ne rien faire. Parce que c'est important de reconnaître effectivement la place des femmes dans la santé définitivement, mais partout ailleurs, et qu'on ne pouvait pas rester juste là et ne rien faire. Mais l'idée de cet appel à projet, de faire pitcher des jeunes femmes qui ont des idées brillantes et qui peinent quelquefois à le faire savoir, c'est ton idée. L'idée de le faire ici sur Paris Santé Campus, c'est également ton idée. Donc oui, je t'ai lancé un défi, mais tu l'as brillamment relevé. C'est toi qui m'es malade. Donc oui, alors moi je suis effectivement chez Bristol Myers Squibb, et c'est un laboratoire qui clairement fait le choix de transformer la vie des patients par la science, par l'innovation. Donc l'idée c'est de découvrir, de développer et mettre à disposition des patients des traitements qui vont, on l'espère, changer leur vie. Et cette innovation chez Bristol Myers Squibb, elle est également portée par les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filiale française est particulièrement féminine. On compte plus de 2/3 des effectifs qui sont des femmes, et elles sont clairement majoritaires dans les fonctions managériales. Alors aujourd'hui, on est le 8 mars 2022, et en 2022, il y a encore des préjugés, des normes sociales. Tu parlais tout à l'heure d'autocensure. Mais oui, ça existe encore en 2022, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on est clairement limités dans la possibilité de réaliser notre plein potentiel, d'être celle que nous devrions être et reconnue comme telle. Et l'idée, c'est effectivement de faire en sorte d'arrêter de freiner la progression des femmes. Et donc, c'est clairement un sujet pour Bristol Myers Squibb. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de faire une priorité vraiment de l'équité femmes-hommes.
Je parle d'équité plutôt que d'égalité parce que pour moi, on n'est pas égaux. On n'a pas du tout le même genre, mais par contre, on est différents et c'est dans la différence qu'on retrouve nos forces. Et donc, on s'est véritablement engagé sur cet axe-là et on a décidé, chez Bristol Myers Squibb, de mettre en place un certain nombre d'actions destinées à la fois aux collaborateurs en interne, mais également pour faire des choses au sein de notre écosystème. Alors, quand on parle de ce qu'on fait auprès de nos collaborateurs, il y a des campagnes de sensibilisation aux biais, aux préjugés, aux stéréotypes de genre, au sexisme ordinaire. On met également en place des formations qui visent à accompagner les femmes dans leur développement personnel, développement professionnel, et faire en sorte qu'elles osent plus, qu'elles embrassent un peu plus le leadership qu'elles ont naturellement, mais qu'elles trop souvent elles étouffent. Je pense qu'on a aussi des ressorts en nous et qu'il faudrait qu'on arrive à activer. Et donc, ça c'est sur l'interne, et puis on a une initiative qui s'appelle Bristol Myers Squibb Network of Women, et c'est une initiative qui a vocation effectivement à accompagner tous ces changements, à faire en sorte d'être vigilant à la question de la place des femmes au sein de cette entreprise. Et puis au sein de notre écosystème, il y a plusieurs actions qui sont mises en place, mais je vais en citer que quelques-unes. La première, elle tient particulièrement à cœur à Frédéric Sass, qui est également dans cette salle. C'est le soutien qu'on apporte à l'Institut Louis Germain pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement, un tutorat scolaire d'excellence dans les quartiers, on va dire, défavorisés, en tout cas dans des zones d'éducation prioritaires, dans le sud de la France, en région PACA. Et l'idée ici, c'est que définitivement, ça bénéficie plus aux jeunes filles, puisqu'elles sont majoritaires dans le choix de ce parcours. Donc c'est une façon, quelque part, d'aider, en tout cas, de donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance d'autres à leur naissance. Et puis on essaye aussi d'aller stimuler l'intérêt des jeunes filles pour tout ce qui va être sciences, technologie, engineering et mathématiques, parce que c'est ça aussi qui fait l'innovation de demain. Et ça, c'est le Bristol Myers Squibb Network of Women qui fait ça au niveau global. Et puis enfin, forcément, soutenir les femmes de santé qui œuvrent pour la santé. C'est le support qu'on apporte au Healthcare Business Women Association, et puis aujourd'hui, et demain, et pour toujours, j'espère, aux femmes de santé. Faire en sorte que les actions que vous portez toutes soient véritablement valorisées. Et on le fait également chez Bristol Myers Squibb en mettant en lumière ces femmes au sein de forums qu'on organise en marge de grands congrès internationaux. On fait ça notamment à l'ASCO, donc aux États-Unis, et chaque année, on ouvre le débat sur la place des femmes dans la science et dans la santé. En tout cas, tout ce qu'on fait aujourd'hui concourt à faire une chose, à faire en sorte que l'innovation puisse bénéficier de l'expertise des femmes pour que, in fine, l'innovation puisse bénéficier au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour le soutien. Manuel Biotin, tu es associé au groupe CF et tu es responsable de la branche conseil du groupe CF et tu viens du retail et tu accompagnes à la fois des grands groupes et des startups en mettant clairement les mains dans le cambouis. Je pense que les choses, vous l'avez vu concrètement. Tu accompagnes beaucoup de femmes et tu es rentrée dans le secteur de la santé dans lesquels tu, quelque part, importes des méthodes du retail, et ça n'existe pas vraiment. Et on va essayer de te faire, de comprendre pourquoi, comment tu vois, toi, les femmes, justement, dans l'innovation et dans le secteur de la santé, quand tu les accompagnes. Merci. Déjà, bravo, parce que j'ai entendu parler d'un événement de santé en octobre, où il y avait 80% d'hommes en table ronde, 80% d'hommes dans la salle. Là, vous avez fait l'exploit d'avoir 90% de femmes dans la salle et 50%, donc vous avez complètement respecté la parité dans l'autre sens. Et donc, rien que ça, on peut dire bravo, parce que c'est pas ce qui se passe dans les autres événements. Donc, déjà rien que ça. Alors, sur le sujet du retail, je vais pas m'étendre, mais en fait, il y a le sujet du retail, l'expérience que j'en ai, elle m'a simplement aidé à travailler avec vitesse. C'est plus après la méthodologie qu'on apprend quand on doit prendre des décisions très très vite qui est intéressante. En ce qui concerne, alors j'accompagne beaucoup de startups avec des femmes et des hommes. C'est très intéressant parce que l'approche n'est pas du tout la même. Je vais vous la donner, elle est simple. Les hommes ont tendance on borde à peu près le sujet et on fonce. Et si on se prend 3-4 murs, ok, on est sonné, on repart. Vous avez une approche méthodique et sur laquelle vous avez méthode, étude et valeur.
Alors, qui plus est en santé, la notion de la valeur en santé, je vais y revenir juste après, mais, et valeur. Et à partir de ça, quand on passe sur la partie, bon alors maintenant, comment on le vend? Et à plusieurs reprises, j'ai dit, bah alors maintenant, il faut le vendre, c'est génial. Et alors on dit, bon, bah, non mais je ne sais pas. Et donc, du coup, j'ai trouvé un autre mot, puisque comme ça correspond aux valeurs, ça a été, on ne va pas vendre, parce que c'est quand même vous qui portez les projets et qui êtes les premières à pouvoir parler de votre projet. Donc, je leur dis, bah, ok, on ne va pas les vendre, vous allez les valoriser. Ce qui correspond pas pareil, mais au moins, ça correspond à votre mot valeur. La valeur, le prix, la vente, c'est un vrai sujet. Donc là, du coup, maintenant, je dis, maintenant, vous allez valoriser votre projet face à des clients, plutôt que de leur vendre, surtout pas, valorisez-le. Et ça, c'est la vraie nuance sur laquelle, mais pourquoi? Parce que vous partissez à l'heure. Alors, qui plus est en santé, je l'ai compris, pourtant je ne viens pas au départ du monde de la santé, mais à force de rencontrer des startups dans différents domaines, et notamment dans la santé, c'est que la notion de valeur, en fait, on est un pays qui a une chance énorme, il y a un biais, et du coup un biais énorme, c'est que on a la chance d'avoir une carte vitale, et sur laquelle, quand on va faire un soin, il n'y a pas de valeur. Parce qu'on donne notre carte, et on vous dit c'est bon. Et du coup, quand vous amenez de la valeur en santé, et qui vient d'un travail, d'une technologie, d'une machine, et ben on ne comprend pas pourquoi ça va être payant, alors qu'en fait, tout est gratuit finalement. Et du coup, ça c'est un vrai sujet qui contribue aussi à faire en sorte que, c'est quoi la valeur? On dévalorise finalement, alors qu'en fait on a juste un système qui est génial, hein, mais on ne montre pas quelle est la valeur en santé. Donc ça c'est un des points qui pour moi est important. Continuer dans ce sens à valoriser vos projets et à les mettre en avant. Et cette notion de valeur en santé, elle est plus que primordiale aujourd'hui. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, on a entendu sur un nouveau système qu'on appelle la valeur en santé dans la santé. Ça n'a rien à voir avec la valeur marchande. C'est ça qui est drôle. C'est révélateur de ce que tu es en train de dire en fait. C'est que la notion d'argent dans la santé, c'est très compliqué, encore plus pour les femmes. Et je sais de quoi je parle. Bertrand, directeur médical Theralex France. Nous avons discuté en préparant cette table ronde des innovations les plus importantes dans la santé des femmes. Alors, on va parler forcément d'hormones, tant décriées par une étude, etc. Et puis moi, j'aimerais bien savoir un peu, parce que, en fait, avec tout ça, finalement, les femmes ménopausées sont moins bien traitées, voire pas du tout, enfin voilà. Mais qu'est-ce qui se passe et quelles sont les innovations à ce niveau-là et d'autres sont. Oui, effectivement, tu as prononcé le terme hormone, qui est un terme qui fait beaucoup parler. Mais en fait, les hormones, c'est naturel. Les femmes produisent deux types d'hormones naturelles et c'est important de savoir que ces hormones aussi peuvent procurer des traitements importants, que ce soit dans le domaine de la contraception, dans le domaine de la ménopause, comme tu le dis. Alors, si on parle d'innovation en termes de santé de la femme, par exemple en contraception, eh bien, depuis 60 ans, on a une pilule œstroprogestative avec un œstrogène extrêmement puissant, c'est un œstrogène synthétique qui était au départ là pour bloquer l'ovulation de la femme. Et puis, des chercheurs ont finalement trouvé que finalement le progestatif faisait le boulot pour bloquer l'ovulation et que cet œstrogène synthétique n'était peut-être pas forcément nécessaire. Et donc on l'a remplacé il y a à peu près une dizaine d'années par un œstrogène naturel, l'œstrogène qui est produit par les ovaires de la femme. Et aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, il y a des grandes études qui ont montré tout récemment qu'il y avait une très très belle sécurité cardiovasculaire pour ce type de pilule. Eh bien, on a aujourd'hui des pilules qui utilisent l'œstradiol, donc qui est l'œstrogène naturel produit par les ovaires de la femme. Donc ça, c'est une avancée en santé de la femme. Donc on est très contents, nous, au laboratoire Theramex, puisque on travaille beaucoup dans le domaine de la contraception. Mais ça, c'était le côté positif. Mais il y a aussi quelques régressions en santé de la femme, et notamment au niveau de la prise en charge de la ménopause, puisqu'on s'intéresse beaucoup aussi à la ménopause. Et il faut savoir qu'il y a 14 millions de femmes ménopausées en France. Et il se trouve qu'on a fait une grande enquête il y a quelques temps sur 5000 femmes, l'enquête ELISA. Et on s'est rendu compte que 90% des femmes ont des symptômes de la ménopause, que ça impacte leur qualité de vie de façon très importante, puisque environ 20 à 30% des femmes mettent sur une échelle de 0 à 10 l'impact sur leur qualité de vie entre 8 et 10, donc c'est important.
Et cet impact, il est aussi sur la vie professionnelle des femmes, puisque les femmes, dans cette étude entre 50 et 54 ans, 30% d'entre elles disaient être impactées dans leur vie professionnelle par les symptômes de la ménopause. Donc ça, c'est le constat. Mais lorsqu'on demande aux femmes, mais est-ce que vous prenez en charge votre ménopause, eh bien, on s'aperçoit que 44% d'entre elles n'ont pas consulté de médecin pour les traitements de la ménopause. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'elles pensent que c'est naturel et qu'il n'y a rien à faire pour 60% d'entre elles. Et puis aussi, elles ont très peur parce que pour elles, le traitement de la ménopause, c'est des traitements hormonaux et les hormones, c'est le diable. Donc, on a regardé parmi ces 5000 femmes qu'on a interrogées, combien d'entre elles prenaient en charge leur ménopause avec des traitements. Eh bien, quel que soit le type de traitement, 11% des femmes prennent des traitements. Et lorsqu'il s'agit du traitement hormonal de la ménopause qui a fait ses preuves, eh bien, seulement 6% des femmes prennent le traitement. Donc là, il y a une véritable inégalité homme-femme, puisque les femmes ont un impact de cette ménopause sur la qualité de vie, notamment sur la vie professionnelle, et malheureusement, elles ne le prennent pas en charge, donc c'est une véritable inégalité. Et pour quelle raison cette non prise en charge de la ménopause ? En fait, il faut aller chercher dans les années 2000 avec l'étude WHI, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cette étude, et l'étude WHI, c'était une étude qui avait été faite aux États-Unis, et qui avait montré qu'il y avait une augmentation du risque de cancer du sein lorsqu'on prenait un traitement hormonal de la ménopause. Sauf que ce qu'on n'a pas dit, et les médias l'ont évidemment répercuté dans toute la presse, et donc il y a eu un énorme frein sur la prise en charge de la ménopause, mais ce qu'on n'avait pas dit, c'est que c'était des traitements utilisés aux États-Unis synthétiques très puissants, d'une part, et que d'autre part, l'indication des traitements hormonaux de la ménopause avait été faite chez des femmes qui n'auraient pas dû en avoir, c'est-à-dire des femmes très âgées, avec éventuellement des risques cardiovasculaires, et donc qui n'étaient pas la bonne population pour prendre ce traitement. Alors, depuis cette étude WHI, il y a eu des quantités d'études qui ont été faites avec des hormones naturelles, donc l'œstradiol et la progestérone naturelle, en Europe, et qui ont montré que lorsqu'on prend le traitement hormonal dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans les 10 années qui suivent l'apparition de la ménopause, parce que si on le prend trop tard, là ça devient risqué, si on utilise des hormones donc naturelles, si on l'utilise par voie transcutanée, c'est-à-dire qu'on utilise des gels d'œstradiol, et bien là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de risque cardiovasculaire et que par contre, il y a une action très positive sur les symptômes, la qualité de vie, etc. Donc, c'est un petit peu un coup de gueule qu'on pousse chez Theramex, et notamment avec notre directrice Véronique Bloquet qui est là dans la salle, et qui a vraiment à cœur de rétablir cette désinformation pour la santé des femmes, et donc vraiment de nouveau informer. Alors je suis très content parce qu'il y a une pitcheuse qui va parler de ce sujet tout à l'heure, voilà, qui est ici. Donc voilà, je vous fais une petite introduction pour et voilà, donc en fait il y a évidemment beaucoup d'avancées dans la santé de la femme, l'endométriose, la prise en charge de l'endométriose, etc. Mais la ménopause reste un point noir, et donc il y a des choses à faire et des choses à communiquer. Et donc chez Theramex, on veut améliorer la santé des femmes, et donc on veut gommer cette inégalité homme-femme au niveau de la ménopause. Merci. Muriel Parisi, directrice médicale d'Exceltis Santé. Alors, hier, on a discuté de la table ronde, et tu m'as donné une expression magnifique. Elle m'a parlé du toit de cristal, qui est le versant hispanique du plafond de verre, comme quoi elle est des langues beaucoup plus poétiques que d'autres. Et en fait, tu m'as vraiment parlé de ta volonté, de l'engagement des femmes qui sont en santé, pour que l'innovation aussi soit portée et arrive jusqu'aux femmes. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vais te laisser parler de tout ça, parce que finalement, tu es presque un peu en colère. Bonjour à tous. Alors moi, en colère, non, moi je suis passionnée. Et donc je transpire souvent de la passion par les pores, et il ne faut surtout pas la mal interpréter. Et en effet, pour moi, c'était tout naturel de parler de toit de cristal qui t'a étonné comme expression. Et c'est la traduction de l'espagnol littéral plafond vert. Et en effet, en lisant un petit peu plus pour cette table ronde,
Les choses ont bougé parce que les chiffres elles disent aujourd'hui on a de plus en plus de femmes chercheuses. Donc quand on parle d'innovation faite par les femmes, et ça c'est très bien. Mais en revanche, ce toit de cristal dans la carrière, il est encore là. Alors il y a des études, il y a des données qui montrent qu'aujourd'hui il y a un biais dans l'évaluation du mérite des femmes. C'est un autre biais. C'est quand on évalue une femme, on ne l'évalue pas de la même façon qu'un homme à niveau de sa carrière scientifique. Et ça démontre qu'il y a vraiment des différences dans des carrières, ça se voit. On a de plus en plus de femmes diplômées. En Europe, il y a plus de femmes diplômées que d'hommes. Et en revanche, quand on passe le doctorat, c'est moins de la moitié, mais quand on monte dans la carrière, la proportion descend significativement au fur et à mesure. Donc il y a un problème dans le système, il y a des choses qui bougent, mais le toit de cristal, donc il y a une sociologue espagnole, Hans, qui l'a mentionné, ça bouge, heureusement, ça a bougé, mais il est toujours là et il faudrait le briser. Donc pour cela, pourquoi ? Parce que l'innovation des femmes, ça va porter à faire évoluer la santé des femmes, et dans ce sens-là, la santé des femmes est souvent négligée. On a parlé de la ménopause, on a parlé de l'endométriose, parce qu'en fait, même les femmes, on a une tendance à d'abord nous occuper de la santé des autres que notre propre santé. Les symptômes des femmes, en ce qui fait les maladies cardiovasculaires par exemple, ils ont souvent pas bien pris en compte et souvent à risque de la vie des femmes. C'est-à-dire que c'est évident dans les études même de recherche que tu as mentionnées, ils n'ont pas été faits pour les femmes. On est évalué pour des scores pour des hommes et vraiment ça fait un autre biais pour notre santé qui finit par être négligé. Dans l'endométriose, je ne vais pas en rajouter parce que dans les maladies inflammatoires, ce sont des douleurs banales des règles, c'est des choses qu'on entend pendant des années. Et tout cela, en fait, chez Excelsis, nous, on est un laboratoire vraiment très féminin. Et je me réjouis d'être aussi comme BMS. On est 75% de femmes, de majorité aussi à niveau managérial. On travaille avec des gynécologues qui sont 68% des femmes, des sages-femmes qui sont 97% des femmes. Les utilisatrices de nos produits sont 100% des femmes. Donc vraiment un grand collectif qui travaille tous ensemble pour que la santé des femmes ne soit pas négligée. Et la raison d'être aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des biais d'évaluation, des biais de genre, ou des préjugés sexistes, que moi je trouve un terme, c'est en faisant les traductions, parce que moi j'écris en espagnol et je traduis au français, je me retrouve avec ces termes, ça existe encore. La santé de la femme, elle est négligée pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Donc ce lieu, c'est une façon de bouger les paradigmes culturels qui existent aujourd'hui en donnant la parole aux femmes qui font des projets pour la santé des femmes. Donc merci beaucoup de nous avoir invités, on est très fiers d'être ici. Merci beaucoup. Frédéric Ohaillon, tu es directeur de l'innovation chez One Clinic. Alors on va plutôt parler d'une branche de One Clinic, une future branche officiellement qui est One Clinic Santé de la Femme et qui est plutôt connue pour celles et ceux qui connaissent comme étant Point Gine. Et en fait, vous traitez de la santé de la femme, clairement, mais vous avez une approche qui se veut innovante dans le traitement des femmes et qui se veut plus inclusive. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette façon de faire des soins, puisqu'on a parlé des médicaments, maintenant on va parler un peu de la prise en charge, ou en tout cas de l'accompagnement qui est plus joli comme ça. Merci Alice pour cette introduction et pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici, comme disait Emmanuel, au milieu d'un collectif de femmes, et finalement en minorité, pour représenter du coup One Clinic. One Clinic, donc nous on est un opérateur de santé pluridisciplinaire, donc on a une branche santé de la femme qui est aujourd'hui connue sous le nom de Point Gine, on est en train de se rebrander One Clinic Santé de la Femme, vous verrez ça cette année. Donc ce sont des centres médicaux en Ile-de-France, essentiellement gynéco, mais avec tous les paramédicaux, et je vais revenir là-dessus, on pense nécessaire dans l'accompagnement des parcours de santé de la femme. On a aussi deux autres spécialités majeures, qui sont l'ophtalmologie et l'anesthésie générale. On a la même approche sur toutes les spécialités. C'est une approche de parcours et d'accompagnement, parce que notre motto, c'est de dire on ne va jamais laisser la patiente, alors c'est rigolo, parce que moi j'ai 10 ans que j'ai évolué dans le secteur de la santé, avant ça je suis en digital, on parle souvent du client au masculin, ou du patient. Et chez Point Gine et One Clinic, on parle d'abord de la patiente. Donc en fait, le premier sujet d'observation
et pour qui on conçoit ce qu'on fait, ce sont des patients. La patiente chez nous n'est jamais seule entre deux consultations, c'est ça la vision, toujours accompagnée grâce au temps médical qu'on arrive à libérer et grâce à tout un tas d'outils, et moi en charge de l'innovation, donc, que je suis en charge de déployer, pour aller jusqu'à la proactivité. Donc, sans rentrer dans tout le grand paradigme de la médecine 5P, nous au quotidien, comme opérateurs, on vit cette proactivité comme quelque chose qui est d'abord par le biais de nos médecins, sans même parler de digital d'application, l'ensemble des femmes qui rentrent chez nous vont rentrer sur des parcours. Donc c'est pas juste une consultation, on va plutôt voir des parcours endométriose, des parcours grossesse, des parcours fertilité, peut-être demain des parcours ménopause. Et c'est pour ça que je parle toujours entre deux consultations, parce que finalement, ce sont des parcours avec des objectifs de santé qu'on va fixer et se dire je veux atteindre un objectif. Sur la fertilité, par exemple, on a constaté que pour que ça marche mieux et se donner un maximum de chances d'arriver au bon résultat du projet de fertilité, il faut accompagner les patientes avec de la psychologie, avec une nutritionniste, avec la sophrologie. On va avoir chez nous une prise en charge globale, donc ça c'est l'aspect médical, et on va offrir ces soins à la patiente. En tout cas, ils vont être couverts par les consultations gynécologiques. Et on pense que c'est obligatoire d'avoir cet accompagnement, en tout cas de le proposer, plutôt que de dire peut-être qu'il faudrait aller chez le psychologue, peut-être qu'il faudrait aller voir un nutritionniste. Et c'est ça qui fait qu'on est proactif, c'est que nous allons pousser ces soins dans le bénéfice du résultat de la patiente. Et alors, si je viens maintenant sur l'innovation, parce que c'est ça qui m'amène aujourd'hui, donc évidemment au service de la santé de la femme, puisque dans la gynécologie on est au cœur du sujet, on développe une application, un cabinet médical dans la poche, au travers duquel nos patients peuvent chatter, peuvent téléconsulter. Donc entre deux consultations, on va favoriser l'échange avec le médecin et favoriser l'échange avec l'équipe médicale. Et ça, c'est vraiment le fer de lance de cette communication, de cette relation. Ensuite, dans les centres, on essaye d'innover également en équipant les médecins, avec on a le bonheur de se servir, entre guillemets, dans tout cet écosystème qui se développe beaucoup en France de start-up, pour aller mettre l'innovation dans nos centres médicaux. Et d'ailleurs, à ce propos, en fait, moi j'ai rejoint One en web clinique pour une raison assez simple. Avant, j'étais dans l'industrie, j'étais côté labo pharma, puis encore avant, j'étais consultant dans cette industrie. Et à chaque fois, on disait ce qui serait bien, c'est que les médecins utilisent telle innovation ou que les patients aient accès à ça. C'est un tel enfer d'aller convaincre les patients, d'aller trouver un business model, parce qu'on a en France, alors, on a une carte de sécurité sociale, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul payeur qu'il faut aller convaincre. Et quand on est entrepreneur dans la santé, c'est une énorme barrière finalement. Alors il y en a qui vont se dire, on va commencer en même temps au UK et puis en France, comme ça va marcher là-bas, et puis après on a envie de rentrer en France, on y arrivera peut-être, ça peut être difficile. Et moi j'ai rejoint One Clinic pour ça, parce que dans le même groupe, on a une vision d'innovation, on a les médecins et on a les patients. On a un flux de 10 à 15 000 patients aujourd'hui par an. Donc on peut kickstarter nos innovations ou aider des entrepreneurs à le faire directement dans la même maison. Et donc ça, c'est un positionnement particulièrement intéressant. Et je pense que, évidemment, on ne peut pas tout faire soi-même. Et donc, on a besoin de l'ensemble de l'écosystème startup pour aller apporter cette innovation. Et moi, je nous vois bien plus comme un catalyseur en fait, de cette innovation que comme nous-mêmes devenir Google. C'est pas la vision. De base, c'est opérateur santé. On est plutôt un catalyseur, un accoucheur d'idées, si tu peux me permettre le jeu de mots, et de réalisation. Et donc voilà, par rapport à ce sujet des parcours et de l'accompagnement, je pense que j'ai présenté l'ensemble de ce que j'avais à dire.